Bonjour, aujourd'hui Numismag interviewe Édouard Kotcharov, expert auprès de la maison CGB en billets de collection. Alors Édouard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un jeune expert, puisque vous avez 24 ans, vous êtes originaire de Russie. Alors tout d'abord, quel a été votre parcours universitaire ? Alors mon parcours universitaire, il était à la fois simple mais aussi efficace. J'ai commencé ma bi-licence lettres-histoire en 2018 à l'Université de Paris, Paris 7. À l'époque, ça s'appelait le Paris Diderot. Et après trois ans de ma licence, quand il fallait choisir le master, je me suis dit qu'il faut que je me spécialise soit sur l'archéologie, soit sur la numismatique, parce que dès mon petit âge, j'étais passionné par la numismatique. Et effectivement, j'ai trouvé sur Internet que le PHE, École pratique des hautes études, propose des cursus numismatiques. Donc j'ai contacté mon tuteur Antonio Stan, et je me suis inscrit au cursus Histoire de l'art et archéologie pour travailler sur la numismatique romaine, principalement sur la nation de Concordia. Et effectivement, pendant 2 ans, j'étais à l'EPHE, c'était pas loin du CGB, j'apprenais les notions numismatiques, en numismatique romaine. Donc mon parcours à la fois simple mais très efficace. D'accord. Quel a été ensuite votre parcours professionnel dans la numismatique ? Alors, mon parcours professionnel numismatique est aussi tout à fait simple. Comme disait, si on peut résumer avec la phrase de notre cher président Emmanuel Macron qu'il a dit en 2018, je traverse la rue et je trouve un travail. C'était à peu près mon cas. À la fin de ma licence, quand j'étais admis à la PHE, je me suis dit qu'il faut que je commence à travailler, il faut que je commence à gagner de l'argent. Et j'ai tapé sur Internet, fin août, numismatique travail. Et les premières recherches qu'on m'a données, c'était le site de CGB. J'ai vu que la recherche des nouveaux recrues, donc j'ai postulé. D'accord. Et finalement, j'ai passé le rendez-vous. Effectivement, au début, je voulais travailler plutôt en numismatique romaine, parce que je me suis inscrit à un master sur la numismatique romaine. Mais à la fin, on m'a dit que pour l'instant, ils n'ont pas de poste. Par contre, ils peuvent me proposer les médailles ou les billets. Et effectivement, sans hésitation, je choisis les secteurs des billets parce que effectivement, j'étais passionné par les billets aussi de mon petit âge. Et je trouve que les billets sont plus intéressants que les médailles. Ça reste mon avis personnel. D'accord. Alors justement, vous dites que vous êtes passionné dès votre plus jeune âge par la billetophilie. Alors quel est l'événement ou la personne qui a pu être à l'origine justement de votre intérêt pour la billetophilie ? Alors, il ne faut pas aller chercher loin. C'est mon père et mon grand-père, même si je n'ai jamais connu mon grand-père. Lui, il collectionnait des monnaies, des fois des billets à l'époque soviétique. Et mon père, il a repris cette tradition. Et quand j'étais petit, avec mon père, quand il avait le temps libre, parce qu'il travaillait beaucoup, donc on s'installait devant la table. Il me montrait tout ce que mon grand-père a réussi à collectionner, tout ce que lui il a réussi à collectionner. Si la collection de mon grand-père, c'était des monnaies russes, tout ce que l'Empire russe, des bronzes assez moches, mais c'est plutôt la valeur, comment dire, il n'avait pas de valeur d'investissement, c'était plutôt la valeur d'amour. Ou historique. Historique surtout, oui. Et effectivement, des petits âges, mon père a réussi à développer l'amour pour les monnaies, l'intérêt et la passion pour les monnaies. D'accord. Alors, vous êtes un spécialiste de la billetophilie russe. Quelles sont les principales périodes de cette collection de billets ? Alors, tout d'abord, je voudrais souligner que je suis un expert quand même des billets, mais des grands spécialistes avant tout, ce sont les collectionneurs. Peut-être que les collectionneurs russes qui habitent au Monaco et en Suisse qui collectionnent des billets russes depuis 30 d'années et qui peut-être se connaissent mieux que moi. Mais effectivement, pour moi, c'est plus simple de connaître les billets russes parce que je parle russe. Des fois, je regarde des livres. Donc, encore une fois, en France, je pense, oui, je me connais très bien en billets russes. Alors, il est possible de diviser l'histoire des billets russes en quatre grandes périodes avec des sous-périodes. Alors, la première période, c'était l'Empire russe avec les billets du 19e siècle et le début du 20e siècle. Après, on peut aller avec la période de la Révolution et de la guerre civile, avec toutes les périodes des troubles, avec ces émissions de nécessité. Après, la période soviétique,
qui se divise avant la Seconde Guerre mondiale, c'est tout ce que 1922 jusqu'à 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, avec 1947 et des gros formats avec le portrait de Lénine. Et après la dernière sous-période, c'est la réforme monétaire de 1961. C'est les billets que mes parents ont connus, mes grands-parents ont connus, je pense la plupart des Russes qui habitent aussi. Aujourd'hui, qu'ils ont connus, c'est les petits billets avec le buste de Lénine, très coloré. Et finalement, la dernière période est celle de la Russie contemporaine avec les émissions de la Banque centrale de Russie, tout ce qu'à partir de 1991. Ceci dit, la période collectionnée en billets russes dépend des moyens que disposent les collectionneurs. En effet, les billets du 19e siècle sont très recherchés et très rares. Tout à fait, ils sont plus rares et ils sont plus recherchés, donc les prix peuvent vite s'envoler. Donc c'est plus difficile pour le collectionneur moyen d'acquérir ces billets. Ainsi, les collectionneurs très souvent recherchent les billets tout ce qu'à la fin du 19e siècle, 1898, jusqu'à les périodes 1961. Disons, cette période est plus facile de retrouver en bon état, plus facile de constituer. Et tout ce qui est à partir de 1961, c'est moins intéressant parce que c'est les billets qui sont très communs, comme tous les billets des blocs communistes, ils sont moins intéressants. Donc ils sont moins recherchés aujourd'hui. D'accord. Peut-être parce qu'on en a imprimé aussi des grandes quantités. En effet, on a imprimé des grandes quantités, on retrouve très souvent des liasses. Si vous voulez, en bon état, les billets en neuf, certes, on peut avoir dans la collection pour constituer une grande collection, mais tout ce que des petites qualités comme TB, TTB, non, c'est pas recherché. Dans le marché, ça se vend très souvent 1 euro, 2 euros, et si quelqu'un achète. Donc il faut avoir aussi un collectionneur qui est prêt à acheter ces petites valeurs faciales. D'accord. Si on revient juste sur l'une des sous-périodes que vous venez de citer, la période révolutionnaire, c'est en gros, si on essaye de la cadrer, on va dire 1917-1922, fin de la guerre civile en Russie, enfin en tout cas de l'essentiel ou des plus grosses confrontations, parce qu'après il y a encore eu quelques conflits locaux qui ont duré quelques années après. Quel est l'intérêt particulier que présente cette période pour un collectionneur de billets ? Alors on peut résumer ça en une phrase, le rapport à l'histoire, qu'elle soit personnelle pour les descendants des immigrés russes ou générale pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la construction européenne. Cette période est très riche et reflète parfaitement ce qui peut arriver lors des guerres, des révolutions, c'est-à-dire le changement de monnaie, l'effondrement économique, l'hyperinflation et la fortune avec laquelle partaient les fuyards, mais qui au final perdaient tout parce que leur monnaie ne représentait aucune valeur. Et très souvent, j'ai des clients issus de l'immigration russe qui ramènent leurs billets dans un état tout à fait terrible, des liasses. Et effectivement, il disait c'est triste parce que mon grand-père avait l'occasion de changer en lire turc quand il est passé par la Turquie, mais finalement, il a préféré le garder. Donc, mais aussi, on peut voir... Mais ça arrive souvent que juste... Alors... ce cas de figure de moins en moins, parce que quand mes collègues ils ont commencé à travailler dans les années 90, il y en avait encore il y avait énormément. Aujourd'hui, de moins en moins, mais disons qu'il n'est pas rare de recevoir un mail de la part d'une personne descendant d'un émigré russe blanc, en bourgeoisie, qui a conservé des billets du début du XXe siècle, ou tout ce que... les billets de nécessité de la Russie du Sud qui possèdent, mais malheureusement ça ne représente pas un grand intérêt parce que les billets très souvent ils sont très manipulés et avec des chérures, des manques, donc ça ne représente pas une grande valeur de collection, plutôt un intérêt historique que de collection. Et donc aussi on peut voir dans ces billets la qualité graphique de ces documents, le style, les symboles, mais aussi comme lors de toutes les périodes de troubles, la multiplicité des émetteurs. Donc on avait, comme je disais, des banques privées, des émissions temporaires, locales et de nécessité. Donc on a vraiment une incroyable profusion des billets dans laquelle se cachent souvent des grandes raretés. Même si aujourd'hui on ne fait pas vraiment attention à ces raretés. Si on devait comparer, est-ce que c'est pas un petit peu comparable à ce qu'ont connu les États-Unis à la fin du 19e siècle,
où il y avait même des commerces, des blanchisseries, des hôtels qui émettaient des billets, bon, alors qui avaient vocation à circuler de manière très locale. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce même cas de figure, ou est-ce que c'était quand même plus restreint? Alors, c'était plutôt plus restreint dans le sens que chaque région en Russie elle avait pour but comment dire, remplir un billet le territoire contrôlé. Mhm. Donc, effectivement, c'était avant tout les systèmes économiques et D'accord. politiques. Donc, effectivement, c'est pour ça c'est difficilement comparable avec le cas des États-Unis. C'est plutôt vraiment avant tout politique que D'accord. économique. Et en Russie, c'est plutôt des autorités publiques qui ont émis des billets que des privés. Alors, c'est ça tout l'intérêt de ces billets. Ça dépend des régions. Parce D'accord. que, par exemple, si vous regardez les billets imprimés dans le sud de la Russie, Mhm. pendant les révolutions et pendant la guerre civile, c'était effectivement, il y avait les autorités qui contrôlaient l'économie, qui pouvaient émettre des billets. Tandis que si on va plus loin, en Sibérie, très souvent, c'était des banques privées, des villes qui imprimaient des billets de nécessité pour remplir les besoins économiques. D'accord. Alors, en Russie, est-ce que la billetophilie est très répandue en tant que collection? Alors, la question est assez complexe. Il est certain qu'il y a un marché Oui. avec ses propres amateurs. Oui. Vous pouvez aussi trouver très souvent des livres sur les billets russes avec les cotes. Il y a plusieurs éditions, il y a plusieurs auteurs. Mais moi, quand ma soeur elle part en Russie, je demande de lui acheter la cote sur les billets de Russes pour avoir l'idée des prix que les Russes ils font. Euh, les amateurs de la billotophilie aussi sont fortement présents sur Internet russe, Mhm. où ils s'échangent souvent sur des forums, même si les forums ça reste quand même dans les années 90-2000, mais en Russie quand même ça reste aussi, les forums sont très présents sur Internet, et très souvent ils font le travail comparable à celui de Kajak. Monsieur Kajak c'est celui qui a le site Internet et qui fait des Oui, qui comptages. référence tous les billets Oui, français. tout à fait. Ouais. En Russie, il y a la même culture par rapport plutôt pour les signatures, parce qu'il y a des Russes qui recherchent sur Internet des signatures. Est-ce qu'ils ont vu ce billet? Ils publient toute cette information sur des forums. Donc, ce qu'on peut voir, même en Russie, ils ont le propre système de slab qui s'appelle Zegrad. D'accord. Et le système de notation, il va de 1 à 10. Donc, vous D'accord. voyez, ça n'a rien à voir avec PMG où il y a 68, 69. Oui, oui. Donc, tous ces exemples ils montrent avant tout l'existence de billotophilie en Russie. Mhm. Mais Ah. c'est un marché peut-être un peu fermé. Tout à fait. Et en D'accord. revanche, effectivement, il est difficile de mesurer sa solution en Russie car le marché reste très fermé. Ce qui se constate surtout entre les Russes. Et donc, il est un peu fermé aux étrangers. Et par exemple, la billotophilie russe est un monde à part, avec ses propres règles, avec ses propres centres d'intérêt, avec ses amateurs qui sont écartés aujourd'hui de la modélisation du marché. Et surtout, cette tendance s'est accentuée depuis la guerre en Ukraine en 2022. Donc, si vous voulez, par exemple, je pense les amateurs russes, un billet, ils recherchent avant tout les billets russes. Mhm. Plutôt, les billotophilie russes, il est très développé en Russie. Par contre, je ne pense pas que les collectionneurs russes ils seront très forts un billet français, un billet du monde. Je ne pense pas qu'il y a des collectionneurs qui recherchent tous les billets avec les portraits d'Elisabeth II. D'accord. Donc, c'est plus difficile de trouver en Russie. Les billets n'arrivent pas très souvent en Russie. Il y a plusieurs problèmes avec les livraisons. Donc, comme vous pouvez voir, le marché vraiment aujourd'hui est très fermé. D'accord. Sinon, de manière globale, donc on quitte la Russie, on va dire à l'échelle de la planète, ou en tout cas au moins de l'Europe, quelle a été l'évolution du marché du billet de collection ces 10 dernières années? Alors, trois axes principaux, on peut voir trois axes principaux. Le développement des ventes sur offre, les slabs, le grading, et la mondialisation. Les trois sont liés. Les slabs ont apporté une relative garantie aux acheteurs en uniformisant les évolutions de qualité selon le vendeur Mhm. et ont ouvert à la modélisation du marché. La multiplication des ventes sur offre a élargi la possibilité en offrant non plus un prix fixe qui pouvait être surestimé ou sous-estimé, mais en proposant une fourchette avec le prix de départ et le prix d'estimation, permettant l'entrée en jeu d'un nombre très important d'amateurs et important un côté ludique aux achats.
on peut citer aussi que la course aux états de conservation supérieure prend de plus en plus d'importance par rapport à la rareté réelle des billets. D'accord, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que la qualité du billet prime la rareté maintenant. Enfin, actuellement. Disons que pour l'instant, les deux... Ou c'est équivalent alors. Pour l'instant, les deux systèmes ils cohabitent. D'accord. Mais disons qu'un billet relativement commun, en état exceptionnel, par exemple, s'il laisse la 67, 68, 70, c'est vraiment exceptionnel, devient plus attractif qu'un billet en état moyen. D'accord. Donc les nouveaux collectionneurs sont différents. Aussi, donc disons qu'aujourd'hui, ça prime l'investissement et qualité. Et disons que le plaisir et rareté à l'ancienne commence de plus en plus à disparaître. Mais comme je vous ai déjà dit, comme vous avez déjà posé et je vous ai répondu, les deux systèmes ils cohabitent. D'accord. Mais je pense que cette tendance réduit les connaissances des amateurs et désengage certains professionnels de leurs responsabilités. Les premiers se fient très souvent au slab. Donc aujourd'hui on regarde le slab, on voit 67. Même si, disons que si les billets en SPL, mais on voit deux épinglages, c'est le PMG qui aura raison. D'accord. Donc les secondes renoncent de plus en plus à leurs obligations des conseils, de recherche, de développement, de l'information. Donc voilà. D'accord. Comment vous voyez sinon l'évolution du marché du billet de collection sur, on va dire, les 10 prochaines années ? Est-ce que vous anticipez déjà des changements importants ? Est-ce qu'il va y avoir une accélération des tendances que vous avez déjà décrites précédemment ? Alors, ce qu'on appelait, je pense, la collection à l'ancienne est devenu un marché on a vu la multiplication des acteurs et des intermédiaires. Donc, le lien professionnel collectionneur s'étiole au profit d'un strict rapport vendeur-acheteur. La tendance, je pense, va encore s'enfermer. L'évolution est constante et va se poursuivre. Le regard des collectionneurs sur les billets change. On est par exemple passé d'une collection d'images à une collection de chiffres. Donc, c'est-à-dire que les statistiques, les grades, les numéros des billets sont de plus en plus commentés, comme l'exemple du site de Kajak, et de plus en plus surtout recherchés que le graphisme, les thèmes ou l'histoire. Donc, je pense que malgré tout, il reste et restera, et heureusement, de nombreux collectionneurs d'images. Mais je pense qu'il faudra qu'on s'habitue à des fluctuations des prix provoquées par les collectionneurs des chiffres. Donc, pour dire, il n'est plus possible aujourd'hui de faire une collection généraliste importante. La spécialisation sera donc la norme. Dans ce domaine, les possibilités offertes par le billet de collection sont infinies. Internet aussi donne un accès et une visibilité extraordinaire à tous les thèmes, qu'ils soient largement partagés ou qu'ils ne concernent quelques amateurs. Donc voilà. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette évolution aussi, elle marque le passage du domaine de la collection au domaine de l'investissement ? Est-ce que la collection de billets n'est pas de plus en plus considérée par les collectionneurs, enfin les acheteurs, comme un investissement plutôt que comme une collection plaisir ? Même si ça ne disparaît pas, le côté collection plaisir, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus le côté investissement ? Tout à fait. Aujourd'hui, en Europe et disons que dans le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça prend de plus en plus la tendance d'investissement. On achète des gros billets, des billets plus chers, donc et pas par l'amour, pas par la passion, mais parce que ça coûte cher. On investit dans un billet. Mais je pense personnellement qu'aujourd'hui, en France, il y a quand même cette... comment dire ? La tendance il commence les billets disons les collectionneurs d'investissement commencent à prendre de plus en plus l'importance. Mais je pense en France quand même il y a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent par passion et par amour et je pense qu'ils vont rester en France, j'espère. J'espère. Sinon, pour terminer sur l'actualité de CGB en matière donc de publication, donc CGB compte publier un ouvrage consacré aux billets des anciennes colonies françaises en Afrique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, comme nous savons tous que l'AF et l'AOF sont très recherchés, et depuis l'ouvrage du Dr Kolski, donc c'est son livre sur les billets d'Afrique, mais qui date un peu, parce que il est des années 80, début des années 2000. Il y a plus de 20 ans. 20 ans, oui. Donc depuis plus de 20 ans, il n'y a aucun livre, aucun site n'a repris les données à la base.
Donc on n'a pas vérifié les dates, les signatures, on n'est pas recensé les trouvailles, on n'a pas mis à jour des nouveautés. Donc nous avons donc décidé de reprendre le flambeau. Donc effectivement le travail est très énorme, car il nous a semblé essentiel de repenser le classement dans son intégralité. Donc je pense que certains collectionneurs seront décontenancés, peut-être désorientés quand ils vont voir notre ouvrage, mais à terme, nous sommes convaincus que ces émissions si particulières trouveront un public, un nouveau public et se développeront au niveau qu'ils méritent. Donc honnêtement, on espère qu'on va publier fin 2024 le premier livre. D'accord. Ah, il y en aura plusieurs. Alors, je pense, oui, on n'est pas sûr, mais oui, je pense qu'on va diviser en plusieurs morceaux. Plusieurs périodes. Plusieurs périodes, effectivement, parce que le travail, comme je vous ai déjà dit, est énorme. Oui, c'est sûr. Il faudra refaire pas mal de choses, mais on va espérer que ça va aider le marché, parce que, par exemple, le livre de Dr. Kolski, c'est aujourd'hui impossible de trouver, et quand vous allez sur eBay, vous revoyez les prix que ça coûte. Je sais pas, il y a plusieurs centaines d'euros. Enfin, je sais oui, plus tout à fait, plusieurs centaines d'euros. Quand on le trouve. Oui, d'abord il faut trouver, et si on trouve, ça coûte déjà cher, donc je pense qu'on pourra aider le marché. D'accord, ok. Bah écoutez, Edouard Kotcharov, je vous remercie.